Hey, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que pas mal inutile. Alors on va pas vraiment parler de livres, mais on va parler de séries de livres qui vont être apparemment prochainement adaptées en live action. Et en fait il s'est passé pas mal de choses au niveau des fandoms que je suis concernant les potentielles adaptations. Et du coup je vais juste faire un bilan récapitulatif, revenir dessus parce que je suis trop hypée. Et voilà, si vous n'êtes pas dans ces fandoms là, ça peut vous sembler ennuyeux, mais si vous l'êtes, voilà, on peut partager notre joie, notre hype, notre excitation, nos émotions, voilà. Bref. Alors tout d'abord, j'ai une liste que vous voyez pas parce que j'ai très mal écrit et on dirait pas que je suis genre possédée. Tout d'abord, je voulais mentionner apparemment l'adaptation de The Poppy War de R.F. Kuang. Alors je sais pas si vous connaissez la saga de The Poppy War, je pense faire une vidéo dessus parce que j'ai trop aimé, c'était l'une de mes sagas coup de cœur de 2021 et j'ai envie de faire une vidéo dédiée. Il y a un an et demi, il y avait une adaptation qui était annoncée, sauf qu'on n'avait pas plus d'informations, on savait même pas si c'était une adaptation live action ou alors en série d'animation. L'autrice avait dit qu'elle verrait bien une adaptation un peu comme Avatar, la série animée. Depuis on n'a pas eu vraiment de nouvelles. En fait c'est ça qui me fait peur, c'est qu'il y a eu déjà pas mal de séries qui ont été annoncées avec une adaptation en live action, mais il n'y a pas eu de suite pendant des années. J'ai peur que pour The Poppy War ça fasse comme ça, parce que j'adore cette série. Alors moi personnellement je préférerais que ce soit une série d'animation parce que dans The Poppy War tu vois à peu près toutes les horreurs de la guerre et je n'ai pas envie de voir ça avec de vrais humains. Et je trouve qu'en série d'animation il y a encore plus de potentiel pour les effets spéciaux et tout, enfin ça irait tellement bien. Comme l'autrice l'a dit, genre une série un peu du style Avatar parce que ça joue avec les éléments, mais en version plus trash et en version plus gore évidemment et tragique, et du coup ce sera trop cool. Et j'ai trop hâte, genre le fait de voir mes personnages préférés, oh, ce serait incroyable. Et bref. Ensuite on a Six of Crows, enfin Shadow and Bone, mais bon on sait tous qui a la vedette dans la série live action, je pense que vous savez tous, mais il y avait la saison 1 qui est la série de Grisha de Leigh Bardugo qui a été adaptée l'année dernière, et en fait ils ont fait un mix avec la saga de Grisha et la saga de Six of Crows, mais toujours dans la temporalité de Grisha. Du coup on a un peu le préquel de Six of Crows avant qu'il soit 6. On suivait surtout Kaz, Inej et... non, Jasper, j'allais dire Jasper, mais Jasper c'est dans Twilight, ça n'a rien à voir, c'est pas le même degré de hype. Hein. Déjà la saison 1 personnellement, je l'ai beaucoup aimée parce que déjà j'avais détesté, on va dire, ouais j'avais vraiment détesté le tome 1 qui a été adapté en saison 1. Je trouvais les personnages fades, je trouvais l'histoire fade et j'aimais pas la relation entre le Darkling et Alina, enfin c'est pas que j'aimais pas, mais c'est juste que la romantisation autour de ça, bon ça s'est pas arrangé avec, avec la série, et la romantisation par le fandom de ça me débecte, mais ça me dégoûte, surtout avec le tome 2, mais bref voilà on y reviendra. Mais dans la saison 1 je trouvais les personnages franchement sympathique, genre Alina elle était pas insupportable, et Mal, en fait le truc c'est que comme contrairement à dans le tome 1 où on était juste centré sur le point de vue de Alina, bah du coup Mal était un personnage très distant et en fait on ressentait juste les émotions de Alina par rapport à Mal. Comme elle en fait on avait l'impression que Mal s'en foutait de Alina etc, et ne l'appréciait pas à sa juste valeur, alors que dans la série on a le point de vue de Mal, on a le point de vue de Mal quand elle est séparée de Alina, et il est trop choupi. Je suis en mode mais comment les gens peuvent shipper Alina avec le Darkling alors que t'as Mal à côté en fait. Et je suis curieuse de voir comment dans la saison 2 Mal sera traité, parce que dans le tome 2 il était insupportable, il était, mais vraiment le tome 2 pour les personnages principaux c'était horrible, et du coup j'ai hâte, en même temps j'appréhende de voir comment ils seront dans la saison 2. J'espère qu'ils vont quand même changer, mais je sais pas trop comment pour pas s'éloigner du développement des personnages. Et aussi du côté de Six of Crows dans la saison 1, ce que j'ai aimé c'était que tu sentais vraiment c'était un préquel, parce que tu voyais qu'ils avaient moins d'expérience en matière de mission. En fait ce qui était marrant c'est qu'à chaque fois il y avait des trucs qui allaient pas, ils restaient badass mais en même temps tu sentais qu'ils étaient inexpérimentés en fait, et c'était marrant. Et dans la saison 2 il y aura des personnages en plus du côté de Shadow and Bone avec Grisha et tout. On a comme prévu dans le tome 2 de nouveaux personnages, à savoir Tolia, Tamar, qui sont les jumeaux, qui sont trop classe, qui sont attachants, voilà, pas de problème dessus. Et évidemment le personnage qui m'a fait apprécier un peu le tome 2, même si je l'ai trouvé insupportable, j'ai trouvé ennuyeux, mais il y avait ce personnage, évidemment je parle de Nikolai. Et Nikolai il est iconique, il est absolument génial. J'attendais avec beaucoup d'impatience de voir le cast. En fait je le voyais pas avec cette tête là,
mais j'ai vu une vidéo de l'acteur. Il a son petit sourire. Il peut jouer le côté un peu blagueur, un peu séducteur de Nikolai qui me fait tellement marrer. Enfin vraiment les répliques de Nikolai dans le tome 2, mais c'est les meilleures, vraiment. En plus l'apparition de Nikolai dans le tome 2, je m'y attendais pas, vraiment je m'y attendais pas, enfin c'était ouf, enfin bref je vais pas dire plus pour pas spoiler, mais la surprise, mais c'est digne du personnage et bref. Du coup j'étais super contente du cast, pareil pour Tolia Tamar, j'ai pas de problème sur le cast. Et du côté de Six of Crows, on a du coup le 6ème futur corbeau, Willan. On dit Willan ou Wylan? Willan je crois, je sais plus. Je dis Willan, hein, parce que je l'aime. Mais vraiment j'étais surprise de comment il est, comment on dit, il est représenté mais parfaitement, enfin c'est Willan IRL en fait. Genre déjà j'adore sa petite bouille, enfin je sais c'est une petite bouille alors qu'il est plus âgé que moi, mais voilà du coup c'est un peu bizarre de dire ça, mais non mais excusez-moi, genre et il est parfait en fait. Et en fait ce qui est marrant c'est qu'en fait j'étais tellement pas obsédée par lui, obsédée ça fait très fangirl, très toxique, je sais pas, mais genre j'étais tellement contente qu'il y a plusieurs fois où j'ai rêvé de lui, où j'ai rêvé que je le rencontrais, que je devenais pote avec lui et tout. J'imagine que vu la chronologie de Grisha, je sais pas trop au niveau de l'histoire de Willan comment ça va être relié à tout ce qui se passe dans l'intrigue principale, parce que autant la saison 1 on a vu comment Kaz, Inej et Jesper ils ont été liés avec Alina, Mal et tout, genre via une mission, mais là avec Willan, comme il est vraiment tout seul, il est vraiment dans son histoire personnelle, genre comment ça va être lié. Même Mathias, parce que vu où Mathias il est à la fin de la saison 1, genre comment il va interagir avec les différents éléments de l'intrigue de la saison 2, tu vois. Du coup je suis intriguée par comment ils vont relier tout ça. Je vois il y a des gens, il y a des fans qui ils se disent ouais il y a Willan, du coup on va voir toutes les scènes de Six of Crows, on va voir telle scène avec Jesper et tout, alors que moi je me dis bah non, chronologiquement ça va être incorrect et je préfère on met de côté les différentes dynamiques romantiques pour se concentrer vraiment sur le développement personnel des personnages, et que voilà, en fait on précipite pas les développements de relations parce que enfin faut respecter la ligne, mais en fait il y a des gens ils sont très impatients à l'idée de voir tel et tel personnage interagir telle ou telle scène dans Six of Crows, mais comme Six of Crows c'est après, bien après Grisha, bah je me dis bah non en fait faut pas tout mélanger et j'espère vraiment qu'ils vont pas faire du fanservice en adaptant des scènes de Six of Crows, parce que pour moi ça va être illogique en fait. En fait ils sont tellement impatients alors que je suis en mode bah les gars juste profitez, on aura des scènes bonus en fait, on aura du contenu bonus sur les développements de personnages de Six of Crows et c'est génial. Les contenus bonus qu'on a eu dans Shadow and Bone, de Kaz et tout, bah c'était génial parce que nous on savait pas à quoi s'attendre et ça approfondissait les personnages de façon cohérente et absolument intéressante à voir. Et apparemment j'ai vu que l'acteur du Darkling avait dit qu'il avait demandé à changer quelques scènes du Darkling. Déjà c'est vrai que dans la saison 1, la façon dont il a joué le rôle du Darkling c'était un peu différent de la façon dont je percevais le Darkling dans le livre, encore une fois parce qu'on était que du point de vue de Alina dans les livres. Genre on rajoutait des flashbacks et tout et ouais il paraissait plus humain et plus ambigu au niveau de ses sentiments vers Alina, mais ça change rien au fait que pour moi leur relation est toxique et que Alina n'a rien à foutre dans une romance avec le Darkling. En plus je crois que dans la série ils ont rendu les personnages plus âgés alors que dans le livre Alina elle a 17 ans, le Darkling il est quand même pas mal plus vieux qu'elle hein. Pour le Darkling du coup en fait dans le tome 2 son attitude envers Alina m'a dégoûtée parfois et je suis en mode est-ce que l'acteur il veut changer des scènes du Darkling par rapport aux scènes qui m'ont justement dégoûtée parce qu'il s'est dit ouais là c'est peut-être un peu trop, du coup on va peut-être modifier ça, on va peut-être rendre le Darkling un peu moins dégueulasse. Voilà, du coup j'ai hâte de voir quelles modifications ils ont fait par rapport au Darkling et c'est tout. Voilà, alors je sais pas si vous suivez Avatar le dernier maître de l'air, la plupart des abonnés ici viennent de gens qui ont vu ma palle du mois de la fantasy et du coup je faisais des comparaisons avec Avatar. Du coup normalement vous savez que je suis une grande fan. Netflix va faire une série en live action de Avatar. Au vu en ce moment des progressions de la série, ça a pas l'air aussi dégueu que le film qu'on a eu il y a plus de 10 ans, vous savez le dernier maître de l'air avec le whitewashing des personnages et tout plein d'autres problèmes, enfin voilà. Alors en fait il y a un truc aussi qui amenuise un peu notre hype, c'est le fait que les réalisateurs de la série animée originale ne participent plus au projet de la série live action. On sait pas trop pourquoi, enfin on sait apparemment qu'il y a eu des désaccords, du coup je te dis ah ouais c'est les réalisateurs même de Avatar, ils voulaient pas de ce projet là. Où va aller Netflix en fait, tu vois, enfin qu'est-ce que Netflix projette de faire pour que ce soit en désaccord avec les décisions des réalisateurs, mais en même temps quand tu vois le cast déjà, ce qui est cool c'est qu'ils respectent les ethnies
chimie des personnages, du coup c'est cool. Et vraiment en fait quand tu vois les acteurs, t'es en mode mais en fait ces personnages, c'est genre c'est eux IRL, enfin ça rend trop bien. Et tu te dis déjà ça promet de ouf. J'ai quand même peur des effets spéciaux, genre comment ça va être, parce qu'il y a énormément de combats et il y a beaucoup de décors mais juste oufissimes. Et aussi il y a Appa, bon là il est un peu écrasé mais il est mignon aussi, Appa qui est un bison volant. J'espère qu'ils vont bien le faire aussi avec la CGI ou je sais pas comment ils vont le faire. Du coup voilà, j'ai super hâte pour le live action, parce que revoir en fait certaines scènes, les personnages, avec les scènes d'action s'ils gèrent avec la CGI et tout, ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Déjà que la série animée ça date d'il y a pas mal longtemps, mais c'est déjà du chef-d'œuvresque comme pas possible. Alors en live action avec les techniques actuelles, ça va être incroyable, ça va être magnifique. Bref, voilà. Nevermore, alors ça a été annoncé très récemment, il y aurait un film musical ou une série musicale, je crois que c'est un film musical de Nevermore. Mon dieu, l'un de mes rêves en fait ce serait que Nevermore devienne aussi populaire, voire plus que Harry Potter, parce que je trouve que c'est inspiré d'Harry Potter mais il y a tellement plus de potentiel. Nevermore c'est en fait c'est un peu la saga d'enfance de ma vie d'adulte actuellement. Normalement je regarde pas, ouais je regarde très peu de comédies musicales, de films musicaux, mais là je me dis ça correspond tellement bien à Nevermore, parce que Nevermore c'est un univers hyper coloré, hyper chaleureux, très rafraîchissant. C'est un cocon de bonheur, de fraîcheur, de pureté, tu te sens à l'aise dedans et t'as envie de découvrir par toi-même tout l'univers, tous les décors, vivre les aventures avec les personnages et tout, et avec un film musical pour vraiment accentuer ce côté chaleureux, rafraîchissant. Mais c'est parfait en fait. Il y a des scènes, je me dis, en comédie musicale, mais ça va être magnifique en fait. Et en plus apparemment le réalisateur, c'est celui qui a fait The Greatest Showman, que j'ai jamais regardé parce que comme je l'ai dit je suis pas vraiment intéressée, mais apparemment j'avais vu que ça avait fait un carton et que c'était super célèbre. Du coup je me dis s'il fournit un taf pareil avec Nevermore, je suis trop contente. Mais non mais surtout qu'on va voir du coup les personnages, on va voir mes enfants, on va voir la petite Morrigan. Putain, non mais c'est ouf. Et surtout on va voir les relations entre les personnages, les relations paternelles entre Jupiter et Morrigan, elle me fait chialer, vraiment je pleure. La relation amicale entre Morrigan et son meilleur ami Hawthorne avec Jack, mais je vous jure je vais pleurer en fait, parce que rien qu'en lisant je pleurais, parce qu'on est hyper impliqué avec tout ce que vit Morrigan. On va voir les personnages IRL. Bref voilà, en parlant de IRL, de personnages de mes enfants d'amour IRL, évidemment Percy Jackson. C'était il y a 2 ans, l'auteur nous avait annoncé qu'il y aurait une série TV Percy Jackson. C'est une saga coup de cœur, mais au niveau de la nostalgie que j'ai, parce que je suis pas époustouflée de ouf par ce qui se passe et tout, mais j'ai cet attachement parce que Percy Jackson, je l'ai découvert quand j'avais 9-10 ans avec le film, malheureusement. Le film qui a été une énorme bouse, un énorme irrespect pour l'œuvre originale et même pour la mythologie grecque. C'est une saga qui a vraiment rythmé mon enfance, enfin mon adolescence, et je l'ai relu récemment et du coup j'ai un attachement quand même assez fort au personnage. Quand j'ai vu qu'il y aurait un live action, enfin c'est un peu comme une nouvelle chance en fait, parce que déjà l'auteur il participe à ce projet là. On a déjà le cast des 3 personnages principaux, du coup Percy, Annabeth et Grover. Déjà pour Percy ça a été le premier qui a été annoncé. Quand je l'ai vu au début j'étais en mode il pourrait bien faire Will, et en fait j'ai vu des vidéos de lui et j'étais en mode c'est Percy, il a les vibes de Percy en fait, et tu comprends pourquoi l'auteur lui-même l'a choisi pour incarner Percy. Tu te dis le potentiel. Très récemment on a eu du coup le cast de Annabeth et Grover et on a de la diversité, on a la représentation, et au début tu sais c'est choquant parce que jusqu'ici par exemple Annabeth on se la représente blonde aux yeux gris et voilà, dans tous les fanarts elle comme ça, il n'y a jamais eu de contestation, enfin l'auteur l'a décrit comme ça, et du coup voir que maintenant là cette fois-ci c'est une fille noire qui va jouer Annabeth, au début t'es surprise mais t'es agréablement surprise parce que tu te dis ouais il y aura de la représentation. Ce qui gêne aussi les gens c'est qu'avec Annabeth l'auteur voulait un peu casser le cliché de la fille blonde débile qui a rien dans la tête, qui est juste intéressante physiquement, et du coup il y a des gens apparemment qui sont déçus de voir que Annabeth c'est pas une blanche aux cheveux blonds, parce que ça va pas respecter ce but de briser ce cliché là, alors que déjà actuellement il y a déjà pas mal de personnages, d'héroïnes qui permet de briser ce cliché. C'est plus vraiment un combat urgent en quelque sorte, alors que le fait de représenter
une héroïne noire dans le rôle d'Annabeth, du coup une fille brillante, pleine de ressources, qui est hyper bien développée, hyper bien écrit, qui a un rôle mais super badass et tout. J'imagine que c'est pas aussi commun et du coup c'est en quelque sorte une nouvelle forme de combat qu'on peut mener à travers le personnage de Annabeth et genre je trouve que c'est super bien en fait. Et c'est pas comme les gens pourraient décrire comme de la représentation forcée. Non, tu sais que l'actrice elle a mérité son rôle en fait, elle a travaillé pour ça et si elle donne les vibes de Annabeth selon l'auteur, ça veut dire qu'elle est apte à jouer Annabeth. Ça permet d'exploiter le potentiel de l'actrice comme elle le mérite sans les barrières discriminatoires. Voilà, on a un cast pour l'instant déjà diversifié et qui sont pertinents parce que quand tu vois les bouilles des personnages tu te dis je sens un truc. L'actrice d'Annabeth, je me dis elle a un regard, je me dis ça, il y a des scènes avec Percy, je peux parfaitement l'imaginer, je peux parfaitement imaginer la connexion entre les trois personnages, entre les trois acteurs. Évidemment à chaque fois, en fait je vois que je suis pas la seule, mais à chaque annonce et tout je suis en mode mais pour Nico comment il va être? Alors Nico, c'est mon personnage préféré parmi tout roman confondu. C'est un personnage qui apparaît normalement dans la saison 3. Et c'est pas du tout pertinent de se demander qui va le jouer parce qu'il apparaît pas dans la saison 1. Enfin, on va revenir plus tard, mais il apparaît pas officiellement dans la saison 1. Mais quand même, je vois qu'il y a des gens qui sont comme moi en mode ouais mais du coup c'est qui va jouer Nico? On sait qu'il va pas avoir, c'est juste qu'on est hyper curieux, c'est juste qu'on est hyper hypé à l'idée de se dire il y aura quelqu'un qui va jouer Nico, il y aura un enfant qui va jouer Nico et qui va jouer toute l'histoire de Nico, tout le développement. Et Nico pour moi c'est le personnage qui a le développement le plus lourd, le plus riche et le plus difficile à interpréter aussi parce que voilà, je vais pas spoiler mais il se passe beaucoup de choses. Revoir ces scènes adaptées IRL, genre la fin de la saison 3 va être... Bref, ok, du coup dans la saison 1, en fait, dans la saison 3, sans spoiler, dans la saison 3 on apprend que Nico apparaît à un endroit où Percy, Annabeth et Grover vont aller dans la saison 1. Et du coup, ce que les fans, et dont moi, aimeraient, c'est que quand Percy et tout vont aller à cet endroit-là, on voit une silhouette qui ressemble à Nico, on voit un indice qui montre que Nico est là, genre même si c'est que du fanservice, hein, mais ça fait du foreshadowing en fait, c'est que du bonus. Et en fait je me dis l'auteur il sait que Nico il est hyper populaire et je me dis il peut pas manquer ce moment là pour faire du fanservice pour satisfaire les fans. Genre juste je sais pas, quelqu'un qui dit hey Nico, ou juste un gamin qui est en train de courir avec ses cartes à la main. Ça va être incroyable. Enfin pour moi je sais que je vais juste pleurer, je vais faire pause et je vais pleurer, je vais re-regarder, enfin bref. Et enfin on va terminer par l'œuvre qui est la moins susceptible d'intéresser les gens, du coup voilà vous pouvez partir maintenant. C'est Tingwan Sefu ou Heaven Official's Blessing. C'est une œuvre chinoise assez populaire, du coup vous connaissez sûrement, je sais pas, mais du coup il va y avoir un live action et en fait c'est du même réalisateur que celui qui a dirigé le drama live action The Untamed, qui est l'adaptation de Moda Touche, qui est du même auteur que Tingwan Sefu. Vous faites le lien ou pas? Désolée, bref. Ils ont fini le tournage, du coup je me dis ils vont pas tarder à sortir la série et j'ai trop hâte. En fait il y a plusieurs points qui m'amusent. Par exemple le fait que c'est un boys love, en fait c'est une romance homosexuelle. Et du coup je me dis pour éviter la censure en Chine, comment ils vont faire certaines scènes, comment ils vont adapter la relation principale. J'ai très hâte de voir comment ils vont faire, ça va être assez marrant. Et j'espère que ça va être bien adapté parce que l'œuvre écrite est un chef-d'œuvre. C'est compliqué parce qu'il y a je crois une 40aine d'épisodes alors qu'il y a plusieurs tomes de Tingwan Sefu, du coup je pense pas qu'ils vont tout adapter. J'ai vu qu'ils allaient adapter l'arc le plus douloureux que j'ai pu lire de ma vie. Du coup j'ai hâte de voir comment ils vont adapter, en même temps j'appréhende parce que je sais que je vais souffrir. Mon ventre elle arrête pas de te gargouiller, c'est bon bah voilà j'ai fini de tourner cette vidéo très inutile. À bientôt peut-être.